Oui, merci. Merci Katia. Moi j'ai plein de questions aussi, mais du coup je les ai retenues pour la pause parce que en plus je suis montreuilloise, donc ça m'intéresse. Je suis contente qu'on soit. Et j'ai pas de vélo, non, mais cette histoire de vélo, c'est vrai que. En plus, les vélos, enfin oui, comme dans toute la périphérie, certains, c'est des vélos très chers aussi. Hein, c'est bien la transition climatique et tout, mais il faut pouvoir se le permettre. Et donc, ils se font voler aussi parce que c'est des vélos à 2000, 3000 euros. Enfin voilà, je connais des petites histoires là-dessus. Donc, je comprends que vous ayez plein de questions parce que c'était passionnant ce que racontait Katia. Moi, je vais vous emmener quelque part de très différent. J'espère que ça va autant vous passionner. C'est beaucoup moins pratique, donc c'est pour ça que je préférais intervenir à la fin. Par contre, le fait de ne pas parler très longtemps, ça me va aussi parce que je pense que c'est plus dans les débats et les questions qu'on peut approfondir certaines choses et puis surtout faire du lien avec ce qui peut vous servir, vous, dans vos pratiques. Voilà. Mais à la base, donc, je vais partir un petit peu sur du théorique, en tout cas des apports un petit peu théoriques pour prendre un peu de recul sur ces situations. Donc, ma position, enfin déjà mon statut est très différent. Je suis anthropologue, je suis aussi consultante et je suis aussi formatrice sur les questions de genre, interculturalité et discrimination. Aujourd'hui, j'interviens plutôt comme anthropologue, mais donc je prends cette casquette-là pour interroger la question alors, des violences sexistes et sexuelles chez les femmes migrantes. Je précise que j'ai bien choisi le terme violence sexiste et sexuelle exprès pour montrer aussi la continuité qu'il y a entre sexisme dans le sens très global et aussi sexisme ordinaire, c'est-à-dire tout le système qu'on peut appeler aussi patriarcat ou domination masculine, jusqu'au ce qu'on appelle les violences sexuelles. Ce qui veut dire que ça ne comprend pas que les violences sexuelles, mais que l'idée derrière, c'est vraiment que tout cela, ça forme un système et que si les violences sexuelles peuvent avoir lieu et sont aussi importantes encore aujourd'hui, y compris dans notre société, c'est parce que aussi il y a tout ce système de patriarcat ou de domination masculine, autrement dit les rapports sociaux de sexe qui n'ont pas beaucoup bougé, j'ai envie de dire, globalement, même s'il y a des choses qui évoluent. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas être trop négative non plus, ce qui n'est pas toujours facile sur ces sujets-là. Donc ce dont je veux vous parler, donc quelques points, c'est... je vais essayer de vous montrer que la migration féminine, enfin de vous montrer, en tout cas d'argumenter que la migration féminine, elle se situe pas forcément dans une rupture, voire une révolution comme on a souvent l'habitude de le voir, mais plutôt dans une continuité. Donc une continuité d'abord historique et une continuité, comme je viens de vous le dire, aussi une continuité parce qu'elle s'inclut aussi, elle s'inscrit dans les rapports, dans le système général des rapports sociaux de sexe. Je vais un peu expliquer ça. Donc, je note aussi, toujours un petit peu en introduction, que pour parler de tout ça, c'est très important aussi de se rappeler que tout ce qui se passe dans la sphère privée, familiale, conjugale pour certains, s'articule aussi avec ce qui se passe dans le travail. Donc c'est vrai que là, on discutera de ça, mais le travail comme lieu, j'ai entendu le travail comme lieu où les femmes sont en sécurité, pas forcément, pas toujours. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que c'est aussi dans la sphère du travail qu'il y a beaucoup de violences, d'exploitation, bien sûr, mais aussi de violences sexistes et sexuelles. Autrement dit, je reprends la fameuse phrase du mouvement féministe dans les années 70, le privé et politique, c'est ça que ça veut dire aussi. Ce qui se passe dans la sphère privée, c'est aussi politique et ça influe aussi sur tout ce qui se passe dans la sphère publique, le travail, mais aussi
plus largement toute la sphère publique. Donc ça, c'est un premier point important. Et puis, évidemment, aussi, puisque c'est dans mon titre aussi, la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment on va articuler les différents rapports de pouvoir. Et ça, je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, je regarde l'heure pour voir. Concernant donc d'abord la question des migrations féminines en général, donc là, je ne parle pas que des violences sexistes et sexuelles. Je vous ai dit qu'il y avait une continuité historique. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que pendant longtemps, on a considéré qu'on a complètement invisibilisé les migrations féminines. Et quand on a commencé à les prendre en compte, aujourd'hui encore, on a encore tendance à les présenter comme un phénomène récent, comme un phénomène de la modernité. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est mon argument, ce n'est pas que le mien, bien sûr, mais... Donc pour aller très rapidement, on n'a pas parlé de migration féminine pendant longtemps. D'abord parce qu'en France, les études sur les migrations sont venues tardivement. Hein. Aux États-Unis, ça a commencé dans les années 1910. En France, il a fallu attendre les années 60 quand même pour que ça commence à émerger. Et comme le dit Dominique Schnapper, la France est un pays d'immigration qui s'ignore, puisque paradoxalement, c'est aussi un pays qui a une histoire d'immigration très ancienne. Et pour rappel, notamment en comparaison des autres pays européens, puisque en France, l'industrialisation et la baisse de la fécondité ont commencé bien avant les autres pays européens, ce qui explique qu'il y avait des immigrations européennes, d'abord, bien sûr, Portugal, Italie, etc. Donc voilà, d'abord, les études sur les immigrations ont mis longtemps à émerger. Donc je disais les années 60, mais c'est vraiment dans les années 90 qu'elles ont commencé à avoir une place, à sortir un petit peu de la marginalité. Et quand elles ont commencé à se développer, elles n'ont pas beaucoup pris en compte les femmes. C'est-à-dire que, comme pour les études sur le travail, par exemple, la figure de la migration, c'était, je dis comme c'est les études sur le travail parce que c'est lié, la figure de l'immigré, qu'on disait à l'époque, c'était un travailleur homme immigré. Du coup, on a automatiquement, on a globalement parlé uniquement des hommes et des femmes, toujours comme d'un point de vue marginal, mais aussi, sinon, dans le cadre de l'immigration familiale. Donc, autrement dit, on avait la vision que les femmes suivent les hommes quand elles migrent. Excusez-moi. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres pour illustrer ça. Je vais reprendre une phrase. Donc, je cite rapidement Mirjana Morokvazic, qui est une sociologue spécialiste d'immigration. Qui reprend ce point que je viens de dire et aussi qui montre en fait que les migrations, elles sont anciennes, les migrations féminines. Donc elles sont anciennes et on peut constater une certaine permanence dans la présence des femmes dans les migrations. Donc là, je parle du contexte français. En France, selon cet auteur, la part des femmes dans l'émigration est étonnamment stable, rarement en dessous de 40%. Depuis en fait qu'on compte les étrangers dans les statistiques, donc elle cite quelques chiffres. En 1861, elle représentait 42,4% du total des étrangers. En 1881, 44,4%. En 1906, 47,1%. Après, on a une baisse pendant la Seconde Guerre mondiale et puis une remontée après. Donc, il y a quelques variations, mais en tout cas, on est toujours autour des 47%. Après la Seconde Guerre mondiale, on est à 45%. Et puis, le chiffre donné par l'article qui date de 2011
C'est un chiffre donc, de 2001, c'est 49,7% si on prend les immigrés et 46,9% si on prend les étrangers, puisque les définitions sont un peu différentes. Aujourd'hui, je crois que tout à l'heure vous avez donné le chiffre, c'est 48%. En fonction des années, on est entre 48 et 50%, et mondialement aussi, on sait que les femmes représentent au moins la moitié, voire un peu plus des migrations. Donc ça a un peu augmenté en effet, puisqu'on est plus dans les 50% que dans les 40%, mais ce n'est pas non plus énorme, contrairement à ce qu'on pense souvent. Donc voilà, ça c'est pour la continuité historique. Deuxièmement, donc, je vous ai parlé de la continuité, en quoi ces migrations féminines elles s'inscrivent aussi dans une continuité au niveau de la logique, on peut dire la logique patriarcale, donc comment elle s'insère dans la logique des rapports sociaux de sexe, ce qu'on appelle aussi, en tout cas en anthropologie, en sociologie, dans les études féministes, anthropologiques et sociologiques, ce qu'on appelle la division socio-sexuée du travail. La division socio-sexuée du travail, c'est tout le système dans lequel s'insèrent les femmes dans la société. Donc, elle est basée sur deux mécanismes. Je reprends. La subordination des femmes, en général, elle va reposer sur deux piliers qui sont, premièrement, tout ce qui est contrôle de leur corps, de leur sexualité, aussi de leur capacité de reproduction. Autrement dit, comment la société va mettre en place un certain nombre de mesures, entre guillemets, pour que la sexualité, la reproduction des femmes soit au service d'un certain ordre social, donc le mariage, le contrôle avec qui elles couchent, quand est-ce qu'elles font des enfants, l'accès ou non justement à la contraception, tout ça, ça rentre dedans. Rentre dedans aussi, je précise tout de suite, tout ce qui est mobilité, déplacement, donc contrôle aussi de leur déplacement. Ça, c'est le premier pilier de la subordination des femmes ou la domination masculine. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'appropriation du travail des femmes. Autrement dit, l'exploitation de leur force de travail. L'idée, c'est que, contrairement à ce qu'on croit souvent, les femmes, elles ont toujours travaillé. Par contre, leur travail a toujours été aussi dévalorisé, sous-estimé par un ensemble de mécanismes. Donc on leur a toujours confié ou on les a toujours cantonnés aux tâches qui étaient dévalorisées. Et là, je précise vraiment pour la question du travail, c'est important, c'est que les tâches féminines sont dévalorisées. Quand une tâche devient féminine, elle se dévalorise. Et quand elle se masculinise, elle est revalorisée aussi. Ça, on a plusieurs exemples dans l'histoire qui montrent ça. Donc, ce n'est pas la nature des tâches ou le secteur, etc., qui explique le fait qu'elles soient dévalorisées. C'est vraiment le fait qu'elles soient perçues, labellisées comme féminines. Donc, tout ça pour dire que les femmes, elles ont toujours travaillé. En même temps, leur travail a toujours été invisibilisé. Et je précise aussi, ça je pense que c'est important aussi de le souligner, y compris justement pour voir ce que ça donne sur les publics qui nous intéressent pendant cette journée, donc les femmes migrantes. C'est particulièrement vrai pour les femmes des classes populaires. Parce qu'évidemment, dans les classes populaires, le travail des femmes, il a toujours été plus indispensable. On peut moins s'en passer. Donc voilà, tous les fantasmes sur les femmes au foyer, les femmes dans les harems, etc., quel que soit l'ère culturelle, ça concerne toujours quand même une petite élite de femmes, en tout cas. Ça ne veut pas dire non plus qu'elles ne travaillent pas, les fameuses femmes au foyer, mais en tout cas, ça concerne toujours une élite, autrement dit. Y compris pour servir ces femmes-là, il faut aussi des femmes qui travaillent. Et dans toutes les périodes d'histoire et un peu partout, on voit qu'il y a un certain nombre de métiers féminins qui sont exercés
par les femmes des classes populaires. Donc les femmes, elles ont toujours travaillé, elles ont aussi toujours migré, elles se sont toujours déplacées, et notamment pour trouver du travail ou des moyens de subsistance. Donc migration interne, migration régionale, etc. Encore une fois, c'est encore plus vrai pour les femmes des classes populaires. Ce qui se passe, évidemment, c'est que dans l'histoire de ces migrations, de ces mobilités, on n'a pas forcément visibilisé ça. En plus, pour parler des pays, des anciennes colonies françaises, par exemple, évidemment que le colon, il n'a pas vu ça. Il a souvent, les colons, enfin, en tout cas, les dirigeants de la colonisation étaient eux-mêmes issus des classes supérieures en France, dominantes, et donc avaient cette représentation de la femme au foyer et l'ont appliquée aussi dans leur politique. Ce qui fait que quand on a mis en place, par exemple, des mesures ou des études sur le travail, on a toujours pris en compte uniquement le travail des hommes. Et du coup, je regarde l'heure parce que j'avais dit que je ne parlerais pas beaucoup et ça passe vite. Parce que je veux venir quand même aux violences sexistes et sexuelles à la fin. Voilà. Alors, du coup, ces mobilités, elles s'inscrivent évidemment, comme je vous l'ai dit au départ, dans le système général des rapports sociaux de sexe. Par exemple, on peut voir, je reprends un peu des données de rapports sur les migrations féminines internationales, que la décision de migration, elle va avoir un rapport avec le rôle des femmes dans le foyer. Par exemple, les femmes qui migrent en laissant leurs enfants pour nourrir leurs enfants, elles sont toujours quand même dans ce rôle-là. Autrement dit, quand elles migrent seules, c'est en général en accord avec la stratégie de subsistance du foyer. Et du côté de la famille, pour aller vite, en tout cas du groupe, il y a l'attente en retour d'une contribution sous forme de versement d'argent. Donc tout le travail des femmes, des femmes migrantes, il va aussi contribuer évidemment à la subsistance de la famille qu'on a laissée au pays. Il y a plusieurs études sur des migrantes internes aux Philippines, par exemple, qui ont montré que les familles envoient plus facilement les filles en migration parce qu'elles ont davantage confiance en elles sur le plan des remises d'argent. Ça, c'est un phénomène qu'on peut observer dans pas mal d'endroits. Moi, j'ai fait un terrain au Maroc sur le travail des femmes et j'ai constaté qu'il y avait cette même logique, c'est-à-dire les jeunes femmes qui travaillaient tant qu'elles étaient non mariées, célibataires. Surtout, leur travail, en fait, rentrait dans ce qu'on peut appeler l'économie familiale. Donc, leur salaire était parfois totalement et très souvent, majoritairement, remis au foyer. Même les jeunes filles qui contribuaient pour acheter les fournitures scolaires de leurs petits frères et sœurs ou des choses comme ça. Alors qu'un jeune homme, lui, quand il travaille, c'est pour lui ou c'est pour construire sa future famille. Et du coup, il a beaucoup plus de liberté par rapport à ses revenus, à ce qu'il fait de ses revenus. Voilà, pour aller vite. Je vais arrêter sur le thème du travail, sinon je ne vais pas arriver. Combien de temps vous me laissez encore là ? 5-10 minutes au maximum. D'accord. Pour avoir un petit peu de temps de questions. Ouais, pour avoir un peu de temps de questions, ouais, c'est ce que je pensais. Donc dans ce contexte général, l'approche intersectionnelle de ces femmes, elle est très importante. Pour aller très vite, qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité ? C'est un concept qui a été développé par Kimberly Crenshaw dans les années 80, donc aux États-Unis. Là, elle est introduite comme juriste et militante
j'ai envie de dire, penseuse pour ne pas la classer, parce qu'aux États-Unis, toutes les sciences sociales, ça va un peu ensemble, donc c'est pas forcément... Voilà. Alors, elle a forgé ce concept pour décrire comment les différentes formes de discrimination, donc le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc., s'articulent, parfois se renforcent mutuellement, mais pas toujours, attention. Je cite Sonia Faure, qui est une sociologue française, sur l'intersectionnalité. Pour elle, le but de l'intersectionnalité, c'est de montrer que la domination est plurielle et tenter de mesurer l'impact des discriminations multiples, donc de sexe, de classe, de race surtout, mais aussi handicap, orientation sexuelle, qui se croisent, parfois se renforcent, mais pas toujours. Pourquoi dans cette citation il y a sexe, classe, race? Parce qu'en France, les sociologues sont d'accord sur le fait que ce sont les 3 rapports sociaux transversaux. Ça ne veut pas dire forcément c'est pas pour classifier les choses, c'est pour dire que ces 3 rapports-là, on va les retrouver dans tous les rapports sociaux. Tout le monde est concerné par ces rapports sociaux, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Donc sexe ou genre plutôt, classe et race. Voilà, je disais sur le concept d'intersectionnalité, rapidement, j'ai bien dit pas forcément cumul. Alors il peut y avoir cumul des discriminations ou des rapports de domination. Mais c'est aussi un petit peu, ça complexifie aussi les rapports de domination. Donc c'est pas toujours une question de cumul. Je vous donne un exemple très simple pour comprendre ce concept-là. Si on prend le contexte de la France et qu'on compare les jeunes filles ou femmes d'origine maghrébine avec leurs confrères masculins, c'est-à-dire les jeunes hommes d'origine maghrébine, là je prends les données de l'enquête Théo qui a été faite par l'INED et l'INSEE. Donc, quand on dit jeunes d'origine, ça veut dire des personnes qui ont un de leurs parents qui répond à la définition de immigré. Donc, ils ont fait après des analyses par groupe. Donc, ces 2 groupes-là, ils sont tous les 2 concernés par de fortes difficultés, discrimination sur le marché du travail. Mais ça va être un peu différent pour les 2 groupes puisque les jeunes filles ou femmes, elles vont entrer plus facilement sur le marché du travail. Autrement dit, elles sont un peu moins sujettes que les hommes au chômage. Donc elles rentrent plus facilement dans le marché du travail. Par contre, après, elles sont très concernées par ce qu'on appelle le plancher collant dans les inégalités dans le travail. C'est-à-dire les femmes qui sont cantonnées à des métiers au bas de l'échelle salariale et qui ont très peu de chances de progression de carrière, autrement dit de revenus, donc qui sont un peu condamnées au SMIC à vie. Ça, pour les femmes d'origine maghrébine et subsaharienne, je rajoute, mais là je parlais que de ce groupe-là, c'est une caractéristique de leur travail qui est très important. Donc voilà, c'est pour montrer que l'intersectionnalité, ça peut complexifier un petit peu les choses aussi. Aux États-Unis, les premières penseuses, elles ont aussi montré que dans la société esclavagiste, par exemple, l'intersectionnalité, ça montrait aussi qu'il pouvait y avoir une inversion relative des positions de sexe. Donc les femmes esclaves, elles étaient décrites comme fortes, indépendantes des hommes, etc. Alors que les hommes, eux, on leur avait dépouillé leurs caractéristiques dites masculines, puisqu'ils n'avaient pas le droit de fonder une famille et ils n'étaient pas caractérisés donc, par l'idée de chef de famille qui rapporte de l'argent aussi. Voilà. Ça, c'est sur le concept d'intersectionnalité. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des femmes migrantes? J'ai pris quelques notes pour aller plus vite parce qu'il y a plein d'exemples, mais pour donner quelques exemples sur les femmes migrantes en France, bien qu'il faudrait préciser ce terme, hein, j'espère qu'on aura le temps d'en discuter parce qu'on ne parle pas des migrantes américaines en général quand on parle des femmes migrantes, mais voilà, il faudrait...
ou italienne, etc. Mais voilà, je reste là pour l'instant. Donc, qu'est-ce que ça donne, l'intersectionnalité ? Non, c'est là. Je le retrouve. Donc, au niveau du travail, les femmes migrantes, elles vont subir toutes les discriminations que toutes les femmes subissent, c'est-à-dire inégalité de salaire, le plafond de verre. Là, j'ai parlé tout à l'heure du plancher collant. Après, il y a le plafond de verre, c'est-à-dire le fait qu'on peut pas, on ne dépasse pas un certain niveau de salaire et de statut au niveau du travail. Les inégalités de salaire, je l'ai déjà dit. Après, elles vont subir en plus toutes les discriminations qui sont liées au racisme. Par exemple, j'ai cité le chômage très élevé. Elles sont cantonnées aussi au métier du care, donc tout ce qui est santé, social, service à la personne. Elles sont marquées, enfin leur carrière plutôt sont marquées par le plancher collant, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je note là-dessus aussi que c'est le cas de toutes les femmes, et notamment jeunes femmes, des classes populaires en France. Donc là aussi, toujours intersectionnalité, on peut rajouter le facteur de classe. Et en plus, on va dire que cette position dans le marché du travail, il va être renforcé pour les femmes migrantes, mais plus globalement toutes les femmes racisées, par tous les stéréotypes qui sont liés aux femmes du Sud ou plus précisément les femmes issues des migrations post-coloniales. Donc les stéréotypes en question qui en font des femmes soumises, serviables, dominées par les hommes et donc qui vont être perçues comme plus aptes, encore plus que les autres femmes, on va dire, à incarner certains rôles dans le travail, donc des positions de service, d'accueil, etc. Sur la question des violences sexistes et sexuelles, et un petit peu aussi de la sexualité en général, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Ça va, j'ai pas dépassé les 10 minutes encore ? 2 minutes. 2 minutes. Pas dépasser 2, il vous reste 2 minutes. Oui, d'accord. Oh, ça peut être 3 ou 4. Les violences sexistes et sexuelles, elles se situent dans un contexte général. On peut parler, et là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui m'ont fait penser à ça, à ce que certaines ont appelé l'aliénation, je vais y arriver, j'ai plus de salive, de la sexualité et du corps des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les femmes sont dépossédées de leur sexualité, de leur corps, j'ai dit tout à l'heure, même au niveau reproductif, dans le sens où, et là je dis globalement, hein, vraiment dans toutes les sociétés connues jusqu'à ce jour, la sexualité des femmes a beaucoup de mal à être reconnue en soi et pour soi, donc, et comme quelque chose dont les femmes peuvent disposer à leur guise. Donc il va y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contrôle de leur sexualité, mais ça veut dire aussi que des femmes rentrent dans ce système-là aussi, ce qu'on appelle, ce qu'une sociologue américaine a appelé le stigmate de putain. C'est-à-dire que toute femme qui va utiliser sa sexualité librement est susceptible d'être appelée putain pour aller très vite. Voilà. Ce qui limite aussi leur liberté dans ce domaine-là. Donc sur les violences sexuelles, sexistes et sexuelles, encore une fois, les femmes migrantes, elles vont subir les mêmes violences que toutes les femmes. Et là, je suis contente que vous ayez donné les chiffres parce que, voilà, comme ça, je peux aller plus vite. Et toutes ces violences-là, ceci dit, elles sont accentuées pour les femmes migrantes par leur vulnérabilité économique, bien sûr, tout ce qu'on a dit sur leur situation sur le marché du travail, parce que parmi les femmes migrantes, il y en a beaucoup qui ont déjà vécu des violences sexuelles. Ça peut être une des causes de la migration. Et on sait, y compris pour la population en France, par exemple, les enquêtes ont montré que les personnes qui ont déjà subi des violences sexuelles sont plus susceptibles d'en subir aussi dans leur vie adulte,
Je parle de probabilité. Après, je ne veux pas rentrer dans les causes parce que c'est assez complexe, mais en tout cas, statistiquement, c'est un constat qu'on fait un peu partout. Donc pour les migrantes aussi, c'est vrai, puisqu'il y en a beaucoup qui ont déjà subi des violences. Elles ont plus de probabilité aussi d'en subir une fois dans la société d'accueil, entre guillemets. Donc le parcours migratoire, évidemment, aussi est un facteur d'augmentation avec toutes les vulnérabilités que ça implique sur les routes migratoires. C'est un facteur d'augmentation des violences sexistes et sexuelles pour les femmes. Et puis, évidemment, le statut administratif dans la société d'accueil, donc en France, pour ce qui nous concerne, va entraîner une grande vulnérabilité, une difficulté, bien sûr, tout ce que vous avez dit sur le fait de venir porter plainte, tout ça, et augmenter pour des femmes qui n'ont pas de papier, bien sûr, évidemment. D'autant plus qu'il y a une enquête là, d'Amnesty International qui vient de sortir, non, qui vient pas de sortir, mais qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui montre aussi comment sont reçues ces plaintes par la police, pardon. Alors, c'est peut-être pas que de la faute de la police, mais entre autres. Voilà. Alors, la question de l'hébergement aussi va venir compliquer cette question-là, puisque la précarité de l'hébergement, et y compris quand elles sont hébergées dans la famille ou par les partenaires amoureux, etc., ça va augmenter les probabilités de violence, puisque, comme vous l'avez dit, 70%, je dis le chiffre, c'est 70% des violences sexuelles sont exercées par une personne de la famille ou de l'entourage proche ou un ex-amoureux, etc. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi pour le travail, là aussi, on va avoir un renforcement de cette probabilité, à cause des stéréotypes sur les femmes des pays du Sud vis-à-vis de la sexualité. Donc aussi, là aussi, une sursexualisation aussi, surtout des femmes qui sont issues des anciennes colonisées. Là, je vous renvoie, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits là-dessus. Voilà, sinon je pourrais vous donner des références si ça vous intéresse. Et je termine juste là-dessus sur un tout petit mot. Au niveau intersectionnalité, un point très important, je ne l'ai pas beaucoup développé, mais évidemment, vous l'aurez entendu en filigrane, j'espère. C'est le cas des femmes LGBTQI+, évidemment, qui sont à l'intersection de plein d'oppressions. Et là, justement, je vous renvoie au rapport d'Amnesty International sur les plaintes, comment sont reçues les plaintes de ces femmes pour violences sexuelles. Ah non, pardon. Excusez-moi, j'avais un dernier point. Je veux juste l'évoquer, même si on n'a pas le temps de développer. Vraiment, je trouve important. Concernant les violences envers les femmes, et là je sors un petit peu des violences sexuelles, il y a aussi la question des violences envers les femmes musulmanes qui est très importante d'un point de vue intersectionnel et qui est très importante aujourd'hui. Alors le chiffre c'est combien déjà, mais je pourrais vous le redire. Je crois que c'est dans les 70% ou même plus des violences, des actes islamophobes qui sont dirigés contre des femmes. Donc c'est très très genré. En France. En France. Ah oui, non, moi je ne parlais pas spécialement du 93. En France et même en Europe. Voilà. Bien, nous remercions. Bien, merci de nous avoir dressé un panorama de cette complexité, de ces difficultés, de leurs implications, y compris, il y a des échos d'une intervention à une autre sur les enfants, par exemple, en fonction de l'âge, en fonction de la situation. Bien, écoutez, on va passer aux questions. Il nous reste 6 minutes pour les questions. Je suis désolé, nous sommes tenus par un planning. Nous devons libérer la salle à 12h40. Voilà. Première question. Bien, oui. Écoutez. Je commence sinon.
Eh bien, écoutez, première question. Je me permets de rappeler qu'une question doit être brève et la réponse encore plus. Merci. Bonjour, voilà une question pour Madame l'anthropologue. J'aime bien votre distance que vous avez pris, en fait, l'auteur, ou la distance par rapport aux questions du quotidien, par rapport à la violence. Et là, en fait, vous avez parlé du modèle patriarcal, on va dire que bon, qui est maintenant mal vu, qui est la source de tous les maux. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, quand même, dans l'histoire, le modèle patriarcal est resté présent pendant des siècles? Et même par rapport, par exemple, au modèle matriarcal, qui existait aussi dans l'histoire et qui existe encore dans certains pays, dans certaines régions du monde. C'est-à-dire, pourquoi ce modèle est resté dominant pendant des siècles? Et même aujourd'hui, ce modèle, il est mal vu, il est mal apprécié, il est concurrencé par d'autres modèles, des couples voilà, qui sont présents sous plusieurs formes. Voilà. Moi, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ce modèle, il est resté si dominant pendant si longtemps et actuellement, voilà, quel est le modèle pour vous qui peut être, en fait, remplacer ces modèles? Bien. En 1 minute, hein. Donc non, là, vous en avez 2. Je propose un plan d'action pour la révolution mondiale en 1 minute. Non, plus sérieusement, c'est un énorme débat, là, le pourquoi, comme vous avez dit, les causes. Alors là, moi, je rentrerai même pas dedans parce que certains ont dit que c'était à cause de la capacité reproductrice des femmes, que en gros les hommes étaient jaloux, enfin, pour aller très vite. En tout cas, enfin, pour être plus sérieux, dans le sens qu'il y aurait une volonté, en tout cas, de contrôler cette capacité à donner la vie, pardon. Il y a eu plein de thèses différentes. Et moi, c'est pas trop mon approche de chercher les causes, surtout que, après, c'est intéressant, hein, mais vraiment, c'est un débat interminable, on peut dire. Et par contre, ce dont on est sûr, moi je suis quand même scientifique, hein, les anthropologues sont quand même des scientifiques. Hein. Je me bats toujours avec mes frères biologistes pour leur rappeler ça, parce qu'ils ne me croient pas trop, mais on est plus sur les faits, quoi, sur qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, ce qu'on peut dire, par contre, et là, il y a quand même un consensus en sciences sociales, c'est que toutes les sociétés connues à ce jour reposent sur ce système. C'est-à-dire que non, malheureusement, moi, je ne crois pas. Après, vous avez le droit d'y croire, et il y a régulièrement des penseurs qui remettent ça au goût du jour, mais malheureusement, je ne pense pas, et je ne suis pas la seule, je dis qu'il y a un consensus quand même en sciences sociales aujourd'hui, sur le fait qu'il n'y a pas eu de matriarcat, à part dans les mythes, et à part dans des petites expériences politiques. Je dis petites, elles sont importantes quand même, mais par exemple, voilà, au XVIe siècle, en Allemagne, dans les campagnes, il y a des femmes qui ont créé des villages, et qu'avec des femmes, et qui ont décidé de prendre le pouvoir. Ça, c'est une expérience politique. Les militantes kurdes en Turquie, dans les maquis, ont créé des camps de femmes qui sont dirigés par les femmes, et même, quand même, ce que je trouve génial, c'est que les hommes, les militants kurdes, turcs, hommes, viennent dans ces camps pour suivre des stages de déconstruction, on dirait ici, de déconstruction de la masculinité, quoi, pour des stages, voilà, comme vous avez dit là, les stages de responsabilité. C'est un peu cette idée-là. Donc il y a des expériences comme ça, enfin on a en tout cas relevé des expériences comme ça, mais des sociétés à un niveau plus large, global, qui ont fonctionné sur le pouvoir des femmes, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est des sociétés matrilinéaires dans lesquelles donc les biens, la terre, la maison, etc. appartiennent aux femmes et sont transmises de femme en femme. Alors bien sûr, ça leur donne quand même plus de pouvoir, mais même dans ces sociétés-là, quand il y a des instances politiques, une assemblée du village, par exemple, c'est le fils de la chef du foyer, on peut dire, mais c'est le fils qui va représenter la maisonnée. Ce n'est pas la mère elle-même.
Donc c'est quand même au niveau de la représentation et de la décision politique in fine, on va dire, c'est toujours les hommes qui prennent la décision. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que on sait bien que dans les foyers, les femmes peuvent avoir beaucoup d'influence et de moyens de pression. Bien, écoutez, je vous remercie. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une journée. Oui. La dialectique matriarcat-patriarcat, une journée de migration santé, l'année prochaine peut-être.